Donc bonjour tout le monde, je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui, même si c'est à distance, hein. Je vous prie de m'excuser comme ça, c'était un peu compliqué pour moi. Puis en plus, il y a enfant malade maintenant à la maison, donc c'est doublement mieux pour moi d'être ici. Mais voilà, je suis désolée, j'aurais préféré pouvoir échanger avec vous de vive voix. Et je remercie évidemment l'équipe organisatrice pour déjà pour organiser cette journée et puis pour m'y avoir invité pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Alors, moi, je me suis intéressée à la participation quand le Web 2, pour ceux qui se rappellent du Web 2, était suffisamment installé pour qu'on célèbre les blogs, les réseaux sociaux, etc., comme des lieux de partage et de production de savoir qui allaient être voilà, susceptibles de renouveler les structures hiérarchiques de l'expertise et du profane. Et ça, c'était, si vous vous rappelez bien, au début des années 2010, quand on y croyait encore, quand Twitter était encore Twitter, et que les services de démocratie participative s'installaient comme des petites fleurs un peu partout dans les municipalités. Nous étions fort enthousiastes. En même temps, pour être honnête, je m'y suis intéressée parce que je doutais un peu de la capacité de cette ouverture des espaces publics à la parole profane à suffire pour pouvoir bousculer les hiérarchies institutionnalisées. Parce que oui, je suis du genre très optimiste, comme vous pouvez l'entendre, hein. N'hésitez pas à m'inviter à vos soirées, je sais les animer avec joie et optimisme. Donc je suis, oui, du genre à douter et donc à questionner, observer les pratiques, les changements de comportement, les inventivités, les créativités mobilisées, les savoirs transformateurs, alors que ce soit par les méthodes de production ou par les contenus, etc., etc. Enfin, mais bien sûr, à questionner aussi et à observer aussi, à contrario, ce qui ne change pas, ce qui se maintient, ce qui peine à être légitimé. Et ce faisant, je me suis moi-même regardée en tant que chercheuse. Est-ce que j'étais prête aussi à faire participer, à mener mes recherches avec des personnes qui ne sont
pas spécialiste de ma discipline, de mon axe de recherche, de mon sujet de recherche, parce qu'en vérité, c'est quand même comme ça qu'on voit la recherche. Au départ, j'y suis allée doucement. J'ai d'abord travaillé avec des collègues d'autres disciplines, l'informatique. C'était déjà un gros saut, hein. Moi, j'étais en thèse de sociaux, donc c'était déjà un gros saut pour moi. Puis j'y suis allée un peu plus franchement. J'ai commencé à faire des pratiques participatives, on va dire, avec des professionnels de mon milieu originel, c'est-à-dire les bibliothèques. On étudiait ensemble on étudiait ensemble par la construction d'un prototype de recherche, les modalités de mise en relation des savoirs avec les événements. Et j'appelais ça des pratiques participatives de recherche. C'est-à-dire, j'avais des pratiques participatives pour la recherche. Voilà. À cette époque, quelqu'un m'aurait dit, tu sais que tu fais des sciences participatives? J'aurais dit, bien sûr que non. Non, 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 moi je fais des recherches participatives, ça n'a rien à voir. Alors peut-être parce que je venais des sciences sociales et qu'on s'y autorise peu à se reconnaître comme scientifique. Je dis souvent, d'ailleurs, moi je suis chercheuse, je dis rarement je suis scientifique et c'est à tort évidemment. Peut-être aussi parce que c'est dans l'ADN des sciences sociales d'écouter les gens et que le pas de la participation ne me semblait pas tellement coûteux ni insurmontable par rapport à d'autres disciplines qui sont plutôt dans les laboratoires. Peut-être parce que je croyais que ne méritait le terme de sciences participatives que les projets qui, d'une certaine manière, collectaient des données quantitatives, ce qui n'est pas le cas dans mes recherches. Par exemple, celles qui recherchent le nombre de papillons, d'oiseaux, d'araignées, etc., etc. Et c'est en arrivant dans le réseau des urfistes en 2021, en cherchant à quoi je pouvais bien être utile, je me proposais de mettre mon expérience de la participation au service de mes collègues scientifiques. Je me suis dit, tiens, moi j'ai un peu cette expérience de la participation, mais surtout parce que je fais des recherches sur les pratiques participatives, je me suis dit, tiens, ça peut être utile pour d'autres. Voilà. Et soudain, m'est apparue la vérité, une sorte de révélation. Et si science et recherche participative étaient la même chose? Tiens, tiens. Ou peut-être qu'il y a quelque chose de commun à toutes les manières de faire de la recherche scientifique et de la participation, quelles que soient les formes de la recherche et les formes de la participation. Alors, pour comprendre ce qu'il y a de commun, il faut peut-être en revenir à quelques éléments fondateurs de ce que maintenant, là, dans ce discours, je vais appeler les sciences et recherches participatives. Et même que parfois, pour gagner un peu de temps, parce que je suis super bavarde, je m'autoriserai à dire SRP, sciences et recherches participatives. Les SRP, donc, s'inscrivent dans une histoire, voire même des histoires, pour bien les comprendre. La première histoire, c'est celle de la collecte par des amateurs, qu'on appelait avant éclairés, maintenant on appelle citizen scientists, tout ce que vous voulez, mais à l'origine, ce sont des amateurs éclairés d'informations sur la faune et la flore, la géologie, la géographie, etc. Alors, c'est avant et pendant le développement des universités, avec les sociétés savantes. Vous connaissez un peu l'histoire des sociétés savantes, certainement. Et puis, il y en a une qui nous tient à cœur, nous, dans le milieu des sciences participatives, c'est la Audubon Society. La Audubon Society, j'en reparlerai plus tard, mais c'est vraiment la première société d'ornithologues à avoir lancé des pratiques massives de collecte d'informations sur les oiseaux, en l'occurrence, et qui s'est transformée petit à petit en une association scientifique, c'est-à-dire que les protocoles d'observation et de traitement des données sont scientifiques, menés avec des scientifiques, et cette society, donc ça s'appelle la fondation aujourd'hui, la Audubon Foundation, a un vrai impact sur aussi bien le développement de la médiation scientifique auprès des scolaires et le lancement de pratiques de politiques publiques de protection des oiseaux. Et ils ont sauvé plusieurs oiseaux aux États-Unis, etc. C'est une société américaine à la base qui vient du Massachusetts. Au passage, il existe toujours ces amateurs très très éclairés, parfois autant que les chercheurs qui sont eux très spécialisés. Si vous écoutez Les Pieds sur Terre, le dernier épisode, qui donc date d'hier ou avant-hier, je ne sais plus, est sur les cocheurs. Les cocheurs, ce sont les gens qui observent les oiseaux et qui cochent ce qu'ils voient d'oiseaux un peu exotiques qui se sont quelque peu perdus sur nos terres ici européennes. Donc il y a cette histoire de la collecte donc la Audubon Society, il commence au début du 19e siècle, mais les sociétés de savants, évidemment, c'est leur grande période, c'est au 18e et puis après au 19e. Donc on a quand même une histoire en fait de la participation qui n'est pas forcément à la science, en gros à l'information scientifique, qui n'est pas forcément sous le sceau de l'université, puisque les universités sont finalement constituées professionnellement assez tardivement. La deuxième histoire, c'est celle de la reconnaissance des citoyens à informer les décisions politiques. C'est vrai que
moi, j'ai tendance à tout lire au prisme de John Dewey. John Dewey, c'est un philosophe, un pragmatiste, comme on dit. Et dans mon regard sur le monde, il y a l'idée que, effectivement, on peut penser la participation à la société, donc sa citoyenneté, via, du coup, une mise en action réelle des personnes sur les problématiques qu'on peut rencontrer en tant que citoyen. À partir de là, si on considère qu'il existe quelque chose qui serait que d'autres vont appeler démocratie participative, mais moi que j'appelle démocratie tout court, c'est-à-dire un régime dans lequel on peut prendre part activement et avoir une quelconque influence sur les résultats, et pas seulement par le vote, mais aussi par notre agence citoyenne, euh, ça pose la question tout simplement pourquoi ça ne toucherait pas la science? Après tout, les universités sont des institutions étatiques, c'est-à-dire qu'on a de l'argent des gouvernements, alors nationaux principalement, mais aussi locaux, etc. On fait œuvre de démocratie aussi par le développement des connaissances qu'on produit. Et donc pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas aussi, à ce titre, un enjeu de reconnaître la capacité et puis le droit, finalement aussi, des citoyens à définir avec nous des grands axes de propositions scientifiques au sens politique, j'entends. D'ailleurs, il y a un texte que moi j'aime beaucoup, celui de Calon, Lascaux et Barthes, qui s'appelle Agir dans un monde incertain, dans lequel ils définissent ce qu'est une démocratie dialogique. Une démocratie dialogique, c'est l'idée d'un régime qui favorise l'expression des conflits, des dissensus, des controverses. Et l'idée étant que finalement, la science, elle ne fait que traduire un problème qui peut être aussi dit, énoncé, exprimé par les citoyens, et qu'à partir de là, la science, elle a pour enjeu aussi de pouvoir discuter avec les citoyens des problématiques qu'on rencontre et de les traduire pour nous en problématiques scientifiques, mais pour d'autres en d'autres enjeux et d'autres mises en œuvre de manière de faire face à ces problèmes. Troisième histoire, c'est celle de la lutte contre le monopole occidental et académique des savoirs. Je suis désolée si parfois je ne vous regarde pas, mais c'est parce que j'ai plusieurs écrans, hein. J'aurais compris que parfois je vous regarde et quand je vous regarde, j'ai remarqué qu'en fait j'ai l'air de ne pas vous regarder. Et parfois je vous... bon, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Mais je suis avec vous, hein, je suis avec vous. Donc la lutte contre le monopole occidental et académique des savoirs, alors elle démarre véritablement dans les années 70, 1970 je veux dire, hein. Euh, on commence à avoir des collectifs de recherche qui travaillent sur les limites de ce monopole de production de la connaissance. Alors ça va se faire de plein de manières différentes. Il y a d'une certaine manière, c'est d'un point de vue qui est celui de la reconnaissance des savoirs des personnes étudiées, des sujets étudiés. D'accord? C'est le cas par exemple de Bud Hall, H-A-2-L, qui en sciences de l'éducation va lancer en 1975, le terme de recherche participative. En fait, il y a un numéro de la revue Convergence, qui est donc vraiment des sciences de l'éducation, la formation des adultes, etc., qui va être dédié à ce thème, à celui de ce nouveau terme qu'on va appeler la recherche participative et qui pose la question de la place des sujets étudiés dans la recherche elle-même. Alors, on a ce point de vue-là, qui est plutôt dans les sciences sociales. On a un point de vue aussi qui se développe à ce moment-là, celui de la reconnaissance des savoirs colonisés. Là, forcément, on est dans les années 70, donc post-décolonisation, plutôt en gros le début d'une véritable décolonisation qui n'est pas que politique, mais aussi culturelle, etc., etc. Et donc, on va avoir des enjeux de reconnaissance de savoirs qui ont été colonisés, notamment du point de vue de la pharmacie, de la santé, des plantes, etc., etc. Ça va avoir notamment comme enjeu, ce qui intéresse aussi les bibliothèques, c'est la question de considérer l'autorat et les questions de reconnaissance d'autorité et d'autorat. Qui est l'auteur d'une connaissance? Comment on reconnaît ses filiations, ses différentes traductions et utilisations? Dans la revue Participation en 2022, Gaudry, Juan et Carrel avaient écrit qu'à cette époque, on voit un déplacement de l'universitaire solitaire vers un collectif de co-enquêteurs et co-enquêtrices qui associent divers univers d'expérience.
Et ceci s'inscrit dans le mouvement par lequel les savoirs minorisés issus des marges et des périphéries reconquièrent une centralité dans la production de la science et dans l'espace public. Voilà. Et il parle de passer d'une monoculture de la connaissance à un régime pluriel de connaissances. Donc on a une histoire comme ça d'écoute des différentes savoirs et de reconnaissance en fait de cette production de savoir surtout. Et puis enfin, c'est aussi une époque où on commence à reconnaître qu'il y a d'autres rationalités, notamment dans les Suds. Alors, c'est ce que vont défendre les universités des Suds, notamment en Amérique du Sud, en Afrique, etc. Euh, mais c'est vrai aussi d'essayer de reconnaître d'autres rationalités comme celles dont je viens de parler à l'instant, donc les savoirs minorisés issus des marges et des périphéries, pour reprendre les mots de Gaudry, Juan et Carrel, ce que moi j'appelle finalement les autres intelligibilités, les autres manières d'appréhender le monde, d'observer le monde et d'en rendre compte. Et donc il s'agit en fait de commencer à pouvoir travailler avec des participants qui sont variés en reconnaissance de leur savoir, y compris quand leur rationalité et leur exploration du monde nous semblent différentes. En ça, si vous voyez le PowerPoint, je mets vraiment juste des petites images, mais là j'avais mis une image de la pensée sauvage de Lévi-Strauss, parce que dans la pensée sauvage de Lévi-Strauss, il y a toute une analyse comme ça de c'est quoi l'intelligence, etc. Et qu'est-ce que c'est que la pensée profane et comment finalement cette pensée sauvage et profane, elle est surtout le reflet des réels auxquels nous sommes confrontés au quotidien. Et il donne un exemple, celui d'une anthropologue qui décide, qui part voilà, voir un peuple autochtone, je ne sais plus où, et qui a besoin d'apprendre leur langue. Et en fait, en apprenant leur langue, les premières choses que les personnes lui apprennent, c'est les noms des plantes et des animaux. Et avec une précision très importante, puisque pour ces personnes, leur réel repose en fait sur les connaissances, sur cette connaissance-là. Alors qu'elle, en tant qu'Européenne, autant dire qu'elle savait peut-être reconnaître un moineau, un rouge-gorge. Allez, le rouge-gorge, parce que le rouge-gorge, bon, on arrive à peu près à le reconnaître. Et puis c'est bien tout, parce que dans son réel, c'était peut-être pas le langage, les mots dont elle avait besoin. Donc en fait, il y a un enjeu aussi de tenir compte de l'ensemble de ces représentations et de ces rapports au réel auxquels on peut être amené aujourd'hui, notamment dans une société mondialisée, etc., et pour lesquels il faut reconnaître aussi non seulement la légitimité, mais les formes d'expression. Il faut pouvoir les reconnaître. Voilà. Et donc la participation s'inscrit dans ce processus-là. Et puis dernière histoire dans laquelle la participation scientifique s'inscrit, c'est celle de l'ouverture de la science. Alors Émilie Barthé vient de le dire tout à l'heure, elle l'a rappelé, mais j'en remets une petite couche. C'est celle de l'ouverture de la science et du renouvellement des modalités d'expression et de diffusion de la science au sein de l'académie comme auprès du grand public. La loi programmatique de la recherche et son volet sciences et société, donc c'est 2020. En 2021, le lancement des programmes SAPS, la part SAPS dans les programmes ANR, voilà, dans les appels à projets ANR, qui évoluent. Donc, il y a eu une partie participation, mais aujourd'hui, vous avez vu, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Et donc, on a en parallèle de l'ouverture de la science qui était déjà bien intégré, je dirais, dans les universités depuis, en gros, le développement du web, et qui s'est mis en place petit à petit, et on remercie les bibliothèques pour ça, pour avoir porté ces politiques de sciences ouvertes. Mais ces politiques étaient vraiment orientées sur les publications et les infrastructures, sur l'accès, en d'autres termes. Or, il y a une partie de la science ouverte qui n'est pas tant sur la diffusion, parce que là, il s'agit de ça, de diffusion et de conservation, que sur la question de la production. Voilà. C'est ouvrir la production. Et le volet sciences et société, donc là, si vous aviez le PowerPoint, vous verriez le schéma de l'UNESCO. Vous savez, plutôt que de présenter la science ouverte comme un parapluie sous lequel on est, etc., c'est un cercle dans lequel il y a 4 parties. Il y en a 2 qui correspondent aux accès, finalement, qui sont les infrastructures et les publications, et puis 2 autres qui correspondent à l'ouverture sciences et société, dont une grosse partie sur l'écoute des différentes rationalités et une autre partie sur la participation. Et ce schéma-là, enfin cette partie-là du schéma, clairement, c'est celle qui est la moins développée dans les universités en général. Alors,
Ça, on pourrait en parler longtemps. Mais en France, il y a un schéma qui est particulier par rapport à d'autres pays. Tout à l'heure, vous verrez mes collègues du Danemark. Euh, dans pas mal de pays d'Europe, la question de la participation fait partie de la science ouverte, donc fait partie du rôle des bibliothèques. Voilà. Point. En France, on a un rapport à la participation et à la culture, puisque là, c'est les relations sciences et société, donc aux médiations scientifiques, etc., qui fait que ça a été traité différemment. C'est pas un problème, hein. Enfin, je veux dire, il suffit qu'on travaille ensemble, on n'a pas de souci à travailler ensemble, donc c'est pas du tout un problème. Mais ça fait qu'on a un rapport, notamment aux documents, et on le verra plus tard, qui s'est peut-être éloigné et qui, à mon avis, mérite d'être retravaillé. Et c'est pour ça que je suis très contente d'être là à l'invitation de la bibliothèque pour travailler sur ces questions. Bref, vous l'aurez compris, ces méthodes participatives, elles se sont construites tout au long bon, de la deuxième partie du XXe siècle quand même, c'est-à-dire cette partie de la critique des grands récits, et elle s'est développée sur fond d'égalité, d'esprit critique, de transformation des modes de gouvernance dans les collectifs, et elle nous parvient aujourd'hui à une époque où les transformations, alors qu'elles soient sociales, écologiques et politiques, les rendent plus nécessaires que jamais. Voilà. Parce que les problèmes que nous rencontrons nous concernent tous et toutes ici et dès maintenant. Alors, me direz-vous, je peux m'arrêter là peut-être et dire, bah, c'est bien, faisons des sciences et recherches participatives sans plus attendre et sans s'inquiéter des mots. Peu importe, en fait, il y a une histoire de la participation, qu'on parle de recherche ou de sciences, qu'on parle des amateurs éclairés ou des différentes intelligibilités. Au fond, let's go, faisons des sciences participatives. Oui, mais mon âme de chercheuse, que dis-je, de scientifique, voilà, mon âme de chercheuse et donc d'amoureuse des concepts, ne peut que s'interroger devant la profusion des termes qu'on peut mobiliser pour parler de cette aventure collective de production de savoir. Science et recherche participative, recherche-action, science collaborative, recherche radicale, science contributive, science citoyenne, et j'en passe. De quoi parle-t-on exactement? Est-ce que faire une science participative, c'est faire une recherche-action, ou peut-être vice-versa? Est-ce qu'une recherche collaborative est forcément citoyenne? Sans compter que ces termes, hein, si on les prend en plus distinctement, ils sont suffisamment valises pour qu'ils relèvent de ce jargon dont Adorno nous disait qu'il dissipe les constellations socio-historiques et socio-linguistiques qui pourtant permettraient de resituer chaque terme dans son histoire, dans sa construction, autrement dit, dans ce qu'il doit révéler de politique. Qu'est-ce qui se passe avec cette profusion de mots? Alors, pour essayer de répondre à cette question, avec deux collègues, Mathilde Garnier et Clément Ricot, on a essayé d'étudier l'usage de ces concepts variés et ce que cet usage dit de la manière de conduire les projets de sciences participatives. Pour cela, et je ne vais pas être longtemps sur la méthode, je n'ai pas prévu une intervention académique, ne vous inquiétez pas, mais bon, en gros, on a analysé des articles indexés Citizen Science sur le Web of Science. C'est une base de données d'articles scientifiques, hein. Nous avons étudié les mots-clés qui étaient associés à ces articles pour faire apparaître des champs sémantiques distincts dont on a non seulement analysé les significations, mais encore les nuances. Et en observant ces nuances, ça nous a permis de pointer des questions sous-jacentes et nécessaires, à notre avis, à la définition d'un projet de science participative. Alors, non pas dans l'absolu, mais dans le concret, c'est-à-dire vis-à-vis du... Alors, attendez, on me demande de partager mon diaporama, je vais tenter le coup. Attendez. Hop. Alors, donc ça marche, hein. Super. Alors, attendez, on va faire comme ça. Là, c'est bon pour vous? OK. Attendez, alors maintenant, c'est plus bon pour moi, mais ça va être bon dans quelques minutes, parce qu'il faut quand même que je vois mon texte. J'arrive, hein. Bougez pas. Voilà. Donc, vous voyez, eh bien oui, mais maintenant, il faut que je me mette au bon endroit. Donc, ça, c'est ce que vous auriez vu. Ça, c'était la tête de John Dewey, mon idole. La pensée sauvage, le fameux truc. Et là, j'en suis là. Donc, cette étude des nuances, elle nous a permis donc d'essayer de considérer comment fonctionne en gros un projet de science participative
dans le concret, en fait, vis-à-vis de l'objet étudié, de la participation mise en œuvre, des productions attendues, etc. On en a tiré un cadre conceptuel des sciences et recherches participatives que je vais essayer de vous présenter là aujourd'hui pour faire d'une certaine manière un peu le tour opérateur, une sorte de visite guidée, si vous voulez, des sciences participatives. Donc, on a on construit ce cadre avec deux grands axes. D'un côté, ce qui relève de la méthode, comment on mène l'enquête, comment on mène ces projets participatifs, et puis de l'autre, ce qui relève de ses effets, c'est-à-dire ce que provoquent ces projets participatifs. Alors, je vous propose qu'on commence d'abord par la méthode et notamment le collectif. Alors, mener un projet participatif, c'est une question de collectif en agissant, un collectif qui est en fait agissant et apprenant, mais qui est aussi déjà existant ou parfois à construire. Et il faut en interroger dans tous les cas, en gros, les conditions d'apparition et d'appartenance. Alors, qu'est-ce qui constitue le collectif? Qu'est-ce qui permet sa reconnaissance? Comment on communique dans ce collectif, etc., etc. Alors, de fait, dans notre exploration, on a trouvé vraiment un champ sémantique large autour de la dénomination des participants. Et je suis en train de me dire que vous le voyez en, en présentation, non? Non, c'est bon? Ok, d'accord. Ok, tout va bien. Donc, autour de la dénomination des participants. En gros, plein de termes relèvent de comment on appelle les gens qui participent. Les mots-clés qui reviennent le plus vont être citoyen, communauté ou communautaire, la foule, crowd, et crowd science, etc. Public, voilà. On a citizen science, mais on a aussi public science, ou des choses comme ça. Chacun de ces termes dessine en vérité un collectif bien spécifique. Un projet de science participative, il peut se faire avec un groupe d'individus agissant pour un but collectif sans se rencontrer. Par exemple, je pense au projet Speople, c'est une collecte de données sur les insectes pollinisateurs. On n'a pas besoin de rencontrer les autres, on le fait en ligne, etc. Et puis au contraire, ça peut être un groupe qui se reconnaît par son identité géographique ou culturelle, professionnelle ou situationnelle avant même la mise en place du projet. Par exemple, j'ai une collègue qui fait un projet avec des chargés de communication d'entreprises privées. Voilà, ces gens se connaissent, ils font partie d'une asso, etc. Moi, j'ai travaillé avec des bibliothécaires de 3 pays, mais dans 3 bibliothèques bien particulières. C'est des gens, voilà, on se connaissait, on s'est rencontrés, etc. Alors, ça peut être aussi les projets de sciences participatives avec une foule anonyme dans des projets numériques comme iWires. Voilà, donc là, il y a plein. iWires, c'est un projet de sciences cognitives, sciences participatives. Vous pouvez jouer, vous n'avez pas besoin de vous connecter, vous n'avez pas besoin de donner votre nom, contrairement à Speople, ou alors vous pouvez avoir un pseudo dans Speople, mais quand même, il faut avoir un compte. Ou ça peut être un groupe réduit d'individus connus. Donc, par exemple, dans Placed, nous, dans le projet Placed, on travaillait, donc, comme je vous disais, avec des bibliothécaires, et notamment dans la bibliothèque de Lyon, où on faisait ce projet, il y avait 10 bibliothécaires. Voilà, donc c'est vraiment un petit groupe et pas une foule anonyme. Ça peut être aussi un collectif qui va être défini par l'institution et le lieu du projet. Par exemple, quand on travaille avec les usagers d'un musée ou quand on travaille avec les élèves d'une classe de CP parce qu'on travaille avec des scolaires, etc. Ou alors, ça peut être un collectif qui est défini par ses propres spécificités. Par exemple, des patients. On a pas mal de projets de sciences participatives en médecine avec les patients. Et donc, on a là un groupe qui est défini par ses propres spécificités et pas par l'institution qui l'accompagne au niveau de la recherche. Je ne me rappelle plus, ça y est, ce que je vous avais mis comme. Cette diversité de projets, en fait, et finalement d'objectifs et de participants, elle nous invite à nous poser un certain nombre de questions. Alors, pour que je ne parle pas pendant 6 heures, mais juste pendant 1 heure ou 3/4 d'heure, je ne sais plus combien de temps j'ai relevé à chaque fois 3 questions pour chaque axe qui me paraissaient importantes. Donc, il faut qu'on se pose un certain nombre de questions avant de démarrer le projet pour bien définir le type de collectif qu'on veut mobiliser ou voir advenir. Voilà, on ne va pas dire je vais faire de la participation comme ça. En fait, il faut aussi définir. Donc la première question, c'est évidemment comment se construit le groupe de participants? À l'initiative de qui? Est-ce que c'est les chercheurs qui décident? Est-ce que c'est la société civile, comme dans les boutiques des sciences, les associations? En Bretagne, par exemple, la région lance un appel pour des financements de sciences participatives. Il faut qu'ils soient déposés par des associations, d'accord? Enfin, des collectifs d'habitants, pas par l'université. Donc, le collectif participant, en fait, il est lié au type de projet de sciences participatives, observé du point de vue de qui porte le projet et pour quel objectif. Alors là, je vous ai mis, par exemple, vous voyez en image, un texte dont je suis archi fan, c'est le texte de Wiggins et Croston. On dirait un film. Wiggins et Croston, c'est 2011.
Et ils ont fait une typologie des projets de sciences participatives, alors de citizen science, et ce sont des projets qui étaient tournés sur l'environnement, d'accord? Mais en vérité, moi, je pense que ça fonctionne très bien avec tout type de projet. Donc, on a les projets qui relèvent des Action-Oriented Citizen Science Projects, c'est-à-dire que ce sont des groupes d'habitants qui demandent à des chercheurs de venir travailler avec eux pour résoudre un problème, par exemple, je sais pas moi, dans une ZAD, typiquement. Les Conservation Projects, c'est typiquement le genre de projet mené par la société Audubon dont je vous ai parlé en ornithologie, et il y en a plein d'autres. Donc tous les observatoires qui existent sont liés. Observatoire des forêts, c'est avec l'Office national des forêts, etc., etc. Investigation Projects, ce sont des projets qui sont déposés d'abord par des chercheurs et qui vont vouloir faire de la participation avec des gens, d'accord, mais qui démarrent par les chercheurs. Donc le but, c'est une enquête scientifique à la base. On a des projets qui sont en gros les mêmes qu'Investigation Project, mais qui sont uniquement virtuels, où on rencontre jamais les personnes. Et le dernier, c'est les Education Projects, où on travaille avec les scolaires et, comme le disait un de mes collègues qui fait des sciences participatives avec les scolaires, en fait, lui, il le fait aussi parce que pour lui, c'est un moyen de faire découvrir et la science et la biodiversité, parce que lui, en l'occurrence, il est en écologie forestière, aux enfants. Et certainement qu'il aurait pu se passer de faire des sciences participatives, il aurait pu faire ses recherches autrement. Mais il trouve que le faire en faisant des sciences participatives, ça permet aussi de toucher à des enjeux d'éducation. Alors, le fait est que tout ça, ça nous permet de mieux comprendre en fait comment on va se construire le groupe de participants en considérant que finalement, une autre question qui se pose et qui est corollaire, c'est si je suis, euh, en tant que chercheur, en tant que chercheuse, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de participants? C'est ça la question aussi. Alors mettons de côté des réponses de type parce que l'ANR trouve ça sexy et que je veux absolument mon financement, parce que ce serait, alors je vous le dis tout de suite, complètement fou de se mettre sur le dos un projet participatif hyper chronophage pour financer un projet qui en fait n'en a pas besoin, hein. Une simple dissémination peut suffire à l'ANR. Il n'y a pas besoin de faire des sciences participatives. C'est pas une obligation. Donc la question, elle est vraiment à se poser aussi dans notre approche. Non, pourquoi? Donc, si on est sur les investigation projects, pourquoi est-ce que je voudrais avoir des participants? Et c'est une vraie question. Dans mon projet actuel qui s'appelle EcoDoc, projet de recherche actuel, la participation, elle se fait au sein d'un comité de pilotage avec des gens très divers, des professionnels, etc., etc. Mais c'est un groupe défini avec lequel on travaille. Et moi, je souhaitais étendre mes participants. Et donc, j'ai fait un atelier avec des gens des ateliers des jours à venir pour essayer de questionner un peu ce projet, cette extension, avoir plus de participants qui ne soient pas dans mon comité de pilotage, mais vraiment des habitants, on va dire. Et à un moment donné, la formatrice me dit, mais pourquoi? Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte à ton projet? Pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir des participants? Alors, pardon, à ce niveau-là, on a plein de réponses différentes hein, et qui sont toutes légitimes. Peut-être que j'ai besoin d'accéder à des lieux et des espaces inaccessibles, auquel cas mes participants sont définis pour moi par le fait qu'ils possèdent un jardin privé, par exemple. Là, on a un projet qui s'appelle Oscar d'Observatoire des arbres, un autre projet de recherche, où ce qui nous intéresse, c'est effectivement que les gens aient un jardin privé. Peut-être que j'ai besoin aussi d'avoir des participants parce que ça me fait gagner du temps. Il y a des choses que je ne pourrais pas faire toute seule et si j'ai plein de participants, bah, je vais pouvoir le faire. C'est le cas des projets comme Icewire dont je parlais ou Speople, etc. Peut-être parce que j'ai besoin de plein de cas différents. Auquel cas, il me faut aussi beaucoup de participants, mais que je puisse savoir qui sont ces participants. J'ai besoin d'avoir des retours de personnes retraitées et puis de personnes actives, des gens avec enfants, des gens sans enfants, voire même des enfants, des adultes, etc., etc. Peut-être parce que j'ai un projet et un programme commun, c'est-à-dire que est-ce que c'est un groupe dont l'expertise sur le sujet est manifeste. Par exemple, je travaille sur la médiation scientifique, la circulation de l'information scientifique. C'est pas idiot non plus d'aller travailler avec des gens qui ont cette expertise-là pour comprendre comment est-ce qu'ils mobilisent leur savoir. Ou alors, si je travaille sur un quartier, de parler avec les habitants en tant qu'ils ont des savoirs mobilisés expérientiels. Voilà. Donc, dans certains cas, ce n'est pas la nécessité scientifique, mais sociale presque, qui peut jouer un rôle pour vous. L'inquiétude envers la défiance envers la science et ses effets sur le lien social peut totalement jouer un rôle dans le fait de choisir de faire participer. Je me rappelle, il y a quelques années, à Saclay, vous aviez sorti une vidéo sur la science ouverte
et qui était hyper orienté sur les sciences participatives. Et ce qui était assez clair, c'est que les personnes qui intervenaient pour parler de leur projet, alors il y avait plusieurs projets, il y avait Increase, etc., eh bien, elles disaient souvent que voilà, dans un contexte de défiance envers la science, pour eux, cette ouverture, c'est un moyen de recréer des liens, quoi. Voilà. Alors, c'est d'autant plus important que, on le sait, je ne sais pas si j'ai mis une illustration de ça, hein. Vraiment, le PowerPoint, c'est pour vous que je l'ai fait. Ça, c'est mon collègue True Bodyguard qui fait de l'éducationnel. Euh, c'est euh, c'est vraiment important cette question de la participation et de la conviction parce que on a des enquêtes qui ont montré, alors je suis désolée si je vous casse un mythe là tout de suite, mais la transmission scientifique, la médiation scientifique de type tiens, je te montre et je t'explique et je te fais toutes les preuves que la Terre est ronde, ça ne convaincra jamais quelqu'un qui est platiste. OK? Jamais. Voilà, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça, en général, si on est platiste, c'est pas simplement parce que on a euh, on pense mal déjà, c'est pas à cause de ça, ça n'a rien à voir, mais c'est en général lié à des croyances. OK? Et notamment souvent des croyances religieuses. Donc en fait, vous pouvez arriver avec toute votre rationalité face à des croyances religieuses qui relèvent de l'attachement et d'un grand nombre d'émotions. Ah ouais, d'accord, ok. Ça marche, j'ai vu. On est sur une impossibilité de convaincre les gens. Donc on va avoir en fait Toumé, qui est une chercheuse en sciences cognitives, dit que si on veut pouvoir convaincre les gens, il faut en fait prendre d'autres chemins et notamment ça va prendre la question de la participation et de l'émotion. Sinon ça ne marchera pas. Alors on me fait signe en régie qu'il faut que je me dépêche. Je suis désolée, moi j'étais tranquille, là. Je me dépêche du coup. Ce qui est important, en fait, pour beaucoup, c'est de comprendre, au fond, que euh, comment on va construire ce groupe scientifique, ce groupe de scientifiques citoyens ou citoyens scientifiques qui va travailler avec nous, sachant qu'il existe parfois déjà. Voilà. La deuxième question, ça va être comment s'assurer que ce collectif est représentatif et inclusif. Alors, c'est notamment un enjeu pour la qualité de nos données. D'accord? La représentation, c'est un enjeu de qualité des données et l'inclusion, c'est une clé pour une meilleure représentation. Et puis, c'est aussi une question, je dirais, de service public de la science, hein. Il s'agirait de ne pas la présenter qu'aux gens qui ont un doctorat, ce qui, en fait, on s'est rendu compte par plusieurs enquêtes que le taux de doctorants dans les sciences participatives est 10 fois plus élevé que dans la société. D'accord? Donc, on a quand même un petit souci. Alors, ce que font des collègues, c'est faire des protocoles adaptés qui vont permettre de toucher un peu plus facilement les gens. J'ai un collègue sur le projet Tree Bodyguard, il a un projet de 37 pages pour les personnes parce qu'il est plein d'illustrations, des photos, des schémas, etc., de ce qu'est un arbre, une chenille, un oiseau, etc. Alors que celui qui est identique, mais pour les chercheurs, il fait 3 pages. Et puis même, comme ce protocole, ça ne suffisait pas, il l'a fait sous forme de BD. D'accord? La troisième question à se poser, c'est en termes d'appartenance. Comment on va créer des liens au sein du collectif? Comment on va faire pour que tout le monde ne reste pas à l'extérieur? Voilà, là c'est pareil, hein. On a étudié que 90% des inscrits dans des projets de crowdsourcing, de sciences participatives, ne participent pas. Il y a 9% qui participent qu'une fois. Et donc le 1% qui participe régulièrement, ce sont des gens déjà convaincus. Alors ça, il n'y a pas de souci, on n'a pas grand-chose à faire. Mais pour les autres, comment on fait pour avoir un meilleur engagement? Un engagement donc à participer d'une part, mais surtout à reparticiper et plusieurs fois. Et ça, c'est un enjeu aussi pour les qualités, la qualité de nos données. Donc, on a un enjeu voilà, de travailler sur cette reconnaissance. La deuxième chose, c'est que on a des enjeux aussi, je vous ai dit, on a un champ sémantique aussi qui correspond plutôt à la question de la méthode et l'organisation. C'est tous les termes tels que collaboration, co-creation, community driven, community led, contribution, cooperation, etc. C'est ce que j'appelle les co-something. Voilà. En gros, ça définit des modalités d'engagement des participants. Et ces modalités, elles sont variées. Soit le problème, il est travaillé et retravaillé collectivement, mais par exemple, les protocoles sont pensés par les chercheurs, c'est ce que nous, on faisait dans Place. Soit les participants ne participent qu'à la collecte des données et ils n'ont pas construit le problème ni le protocole. C'est le cas, par exemple, dans les projets d'observatoire de la faune et de la flore. Soit il y a un management qui est collaboratif du problème jusqu'à la dissémination des résultats. Et c'est ce qu'on va appeler, par exemple, un projet participatif radical ou extrême, etc. Et ça questionne un problème en tant que système, en fait, hein, dans son organisation et puis même, du coup, au sein de l'équipe de participants. Ça, c'est ce qu'on trouve dans les ateliers à venir, par exemple. Alors, en fait, il y a des échelles, hein, sachez-le, de sciences participatives, comme de participation, comme celle d'Arnstein, qui ont été après étudiées et adaptées par des gens comme Hackley. Et donc, on trouve des tas de termes
Extreme Citizen Science, Participatory Science, Distributed Intelligence, Crowdsourcing, etc., qui vont dépendre finalement à la fois de la décision, c'est-à-dire dans quelle mesure les décisions sont prises collectivement, comment on fait ça, comment on s'assure d'éviter ce qu'on appelle l'extractivisme, c'est-à-dire le fait de prendre finalement les savoirs des gens qui vont participer sans finalement ne pas leur donner la possibilité d'agir sur le monde qu'on questionne. Voilà. On peut l'aborder aussi en termes de connaissances, comment on va faire pour être vraiment à l'écoute de toutes les connaissances, est-ce que moi j'ai appelé les bibliothèques intérieures des personnes, voilà. Et puis en termes de reconnaissance, comment on va faire reconnaître la valeur de ces résultats, la qualité des données. Et donc pour ça, sachez qu'il y a là, c'est SciStarter. SciStarter, c'est une association américaine. Eux, ils donnent carrément des open badges pour des personnes. Et en fait, la reconnaissance et ces certificats de participation, ça va donner la possibilité d'avoir des sortes de crédits universitaires pour rentrer dans des collèges, community college, et suivre quelques formations. Donc, ça, c'est assez important. Il y a UCL à Londres aussi qui donne aussi des certificats et des prix. Donc, on a ces enjeux-là. Alors forcément, quand on parle de tout ça, ben, on parle de transformation et d'effets. Les effets, Gaudry et Eck ont écrit que les recherches participatives, c'est pas juste une juxtaposition de méthodes, mais une perspective de recherche visant des objectifs, c'est-à-dire de la production de connaissances dans des rapports plus égalitaires et de changement social selon des valeurs humanistes. Et c'est vrai, je vous ai parlé de l'histoire de la participation et on comprend bien qu'on ne peut pas faire des recherches ou des sciences participatives juste dans l'objectif d'avoir de meilleurs résultats scientifiques. Voilà. Il s'agit aussi de considérer que c'est un projet politique. Donc il y a des transformations et notamment l'idée de vouloir changer et transformer la société. Il y a une dimension qui est militante, qui est activiste, qui est engagée ou responsable selon la police ou selon les scientifiques en gros, et qui est une composante des sciences et recherches participatives. Alors le champ sémantique identifié, là, il est vraiment autour du terme même de participation et de ses dérivés. Participant, participatif, avec des ajouts dans des notions comme recherche-action participative, méthode participative, community participatory, etc., etc. Donc on a le terme participation qui revient régulièrement. Personnellement, pour moi, la participation, c'est la clé réelle de ces pratiques scientifiques collaboratives. Mais ça prend plusieurs formes. Ça peut être la participation des chercheurs à la société, des entreprises aux problématiques locales, des employés à la réorganisation de leur structure, des citoyens à la définition des politiques publiques, etc., etc. Donc tout ça, en fait, ça porte sur le changement social qui peut être induit par la participation. Il peut se faire sur les participants. C'est pour ça que j'ai mis Patricia McGuire avec son approche féministe de la question participative. Donc ça peut se faire sur les participants, confiance, conscience critique, politisation. Ça peut se faire sur les communautés locales, amélioration de leurs conditions de vie, renforcement du tissu associatif et militant. Et puis ça peut se faire sur la société plus largement, transformation des structures de pouvoir, etc. Alors là encore, ça pose plein de questions, hein. Dans quelle mesure nos projets de sciences participatives permettent-ils aux individus de construire un regard propre et personnel sur la société et les situations qu'ils rencontrent, c'est-à-dire l'émancipation? Comment on accompagne ça? Voilà, donc là encore, hein, il y a plein d'approches et je n'ai pas le temps de développer, mais si vous avez des questions là-dessus, je vous dirai un peu comment on aborde cette question-là, mais il faut quand même comprendre que il ne faut pas s'attendre à ce que les gens, quand on fait des séances participatives, quand ils participent à des séances participatives, d'un coup, ils aient une sorte de révélation politique. Ce n'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est si je collecte des données sur le papillon, je m'intéresse parfois moins aux résultats de la recherche qu'au fait d'avoir appris des choses sur les papillons et les insectes, passer un bon moment avec mes gamins, etc. Et ma foi, en fait, ça ouvre déjà largement les horizons et il ne faut pas chercher non plus à tout de suite implémenter du changement. La question, c'est plutôt comment on encapacite les gens pour qu'ils passent d'un accès à l'information vers petit à petit eh bien, tout simplement des regards sur les modes de vivre ensemble. Et ça, c'est la question de l'empowerment. J'avais remis la tête de Dewey parce qu'on s'en lasse pas, évidemment. Et donc, c'est l'idée quand même que la participation va permettre aux gens de se construire en tant que public face à des problèmes et d'avoir cette encapacitation-là, cette capacité d'interroger le monde et de le transformer. Voilà. Et donc, évidemment, ça pose un certain nombre de questions pour nous, qui sont des questions de conflit éthique, d'intérêt, d'indépendance de la recherche. Alors, on pourrait parler de neutralité, mais bon, moi, je ne suis pas très fan de la neutralité. On pourrait parler de militantisme, mais en fait, on va arrêter de se mentir. Lorsqu'on fait travailler les gens avec nous sur les forêts urbaines, on fabrique aussi des alliés pour transformer les politiques publiques, hein. Je veux dire, il faut arrêter de mentir. J'ai mis en slide 3 projets qui viennent d'être récompensés au niveau européen. Donc, il y a eu ça, là, 2025, le prix européen pour le Citizen Science. Et ces projets, ce sont des projets
Si je ne savais pas que c'était des projets scientifiques, j'aurais pu penser que c'était des projets associatifs ou militants. D'accord? La manière dont ils sont présentés, clairement, donc il y en a un, vous voyez, c'est Advancing Disaster Preparedness, Reducing Food Waste, et le dernier, c'est Empowering Roma Women's Emancipation. OK? Donc vraiment, c'est la manière dont c'est présenté au niveau européen. Et, voilà, donc ça pose des questions d'éthique, c'est ce que je vous ai dit. Et dernière chose, en fait, sur les effets, alors il y a un point, nous, on n'a pas vu de terme spécifique dans le champ sémantique, c'est sur la question de la production des savoirs. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit, notamment d'un point de vue documentaire. Alors, pour ça, pour une bonne raison, c'est que tout le monde est à peu près d'accord que les sciences et recherches participatives, ça produit des formes de production de connaissances. Voilà, ça produit de la connaissance, et puis voilà. Ouais, sauf que nous, on a décidé d'en faire un axe parce qu'il nous semble qu'on oublie que la connaissance, c'est pas quelque chose d'immatériel. Voilà, c'est pas dans le cœur et le cerveau des humains seulement. La connaissance, c'est aussi une production matérielle et elle peut être numérique, elle peut avoir plein de formes, etc. Il y a des documents qui peuvent être des documents de restitution de la recherche-action menée, ça peut être des articles, ça peut être des données, ça peut être des podcasts, ça peut être des vidéos, ça peut être plein de choses. Nous, on fait slammer les gens, par exemple. Et donc, on a des textes de slam, on a publié du slam, on a fait des restitutions de slam, on a écrit un recueil de textes de slam scientifique et qui est maintenant dans les bibliothèques, etc., etc. Donc la question qui se pose pour nous, c'est s'il y a variété de formes, euh, enfin nous on l'a montré, de toute façon il y a déjà une variété de formes hein, quand on travaille sur la science, en fait on en fait un récit de la science et on mobilise tout un ensemble d'articles scientifiques, oui je vais m'arrêter, d'articles scientifiques, de visualisation des données, etc. Et chacun des documents raconte quelque chose de cette recherche, donc c'est difficile de pas proposer ce champ choral, c'est-à-dire de proposer les données sans proposer la méthodologie. C'est ce qu'on apprend maintenant quand on travaille sur les données avec le README. Mais c'est pareil sur les sciences participatives. Il y a la question aussi de qui écrit ces documents. Quand moi, je fais faire du slam aux gens avec lesquels on travaille, c'est pas moi qui suis l'auteur, l'autrice de ces slams, c'est plein de gens. Donc, il faut aussi qu'on puisse reconnaître leur participation. Comment on les fait apparaître, notamment dans nos articles, comment ils signent. Et puis, enfin, une question pour les bibliothécaires, c'est comment on garde tout ça. À l'heure actuelle, bon, déjà, les données, elles sont dans les entrepôts, elles sont pas visibles à la bibliothèque, je dirais. Mais alors, encore plus, les documents non académiques, c'est-à-dire scientifiques, mais non académiques, produits dans le cadre de projets de sciences participatives, comment est-ce qu'ils apparaissent? Alors, nous, on a mené une petite enquête avec le groupe Citizen Science de l'IBER. Et clairement, c'est vraiment le pendant oublié du rôle des bibliothèques. C'est la question, en fait, finalement, documentaire dans les sciences participatives. Voilà. Donc, bref, tout ça pour dire que ce cadre documentaire, ce cadre conceptuel, je pourrais en parler davantage, évidemment, je n'ai pas beaucoup de temps. À quoi ça sert? Bah, ça sert à sortir des querelles de vocabulaire pour se rappeler l'essentiel, c'est que chacune de ces variations, c'est un effort pour agir et produire ensemble. Voilà. Et chacun de ces efforts, bah, il faut le saluer tout en reconnaissant les limites intrinsèques. C'est un outil qui peut aider à décrire des recherches déjà menées et notamment pour pouvoir les évaluer. Et puis, c'est un outil qui peut aider à organiser des nouvelles recherches participatives pour qui voudraient s'élancer, pour mieux se situer sur les formes de l'agir collectif qu'on projette, pour aider à décider en plusieurs options dans la mise en œuvre du projet, pour être transparent sur ce qu'on vise et faire des chartes, par exemple, etc. Bref, en gros, pour faire une science intentionnelle. Et qui dit intentionnel dit qu'il faut choisir entre différentes façons de produire et d'agir ensemble. Et ce choix, il reflète une situation spécifique et toujours singulière de recherche, d'action, de collectif, de territoire. Et c'est ce cadre-là aussi dont on a besoin pour pouvoir sortir des cadres, trouver les voies qui nous conviennent pour mener à bien ce qui nous réunit, à savoir ben, quoi, notre volonté finalement commune ben, de changer la société parce que on a besoin de pouvoir aujourd'hui continuer à y faire société, tous ensemble et pour longtemps. Il faut que ça reste possible. Voilà. Merci et merci à Sylvie pour sa patience. Je suis vraiment une mauvaise élève. Désolée. Alors, j'ai pas l'outil magique, mais
Euh, alors, est-ce que la question c'est que peut proposer la gouvernance ou comment on convainc la gouvernance de s'y intéresser déjà? Elle est très convaincue, la gouvernance. Ok, ok. Alors, bon, moi, la première chose que je vois, c'est déjà la formation des doctorants, notamment. Et donc, je pense qu'il y a des enjeux de formation des doctorants, alors pas seulement aux pratiques participatives, mais aussi à la question de la constitution des savoirs et des connaissances. Moi, je donne beaucoup de cours sur la médiation scientifique et sur la manière dont on conçoit aussi la transmission du savoir scientifique, sa place. En gros, tout ce qui va être philosophie et histoire des savoirs scientifiques. Ça, pour moi, en fait, c'est un peu une base et ça devrait être obligatoire, je dirais, pour les doctorants pour qu'on puisse se situer justement dans les enjeux sciences et société. Donc déjà, il y a ça. La deuxième chose, c'est que si c'était moi, je ferais ce qu'ont fait d'autres pays, c'est-à-dire avoir des lieux dans lesquels les sciences et recherches participatives sont valorisées, d'un point de vue documentaire notamment. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elles produisent? Qu'est-ce qu'elles produisent comme savoir? Et ça, on ne le fait pas beaucoup. Moi, les lieux en France où je vois où on valorise la science, c'est souvent du point de vue un objet, par exemple, un chercheur qui vient avec un objet, puis il raconte sa recherche, etc. Mais qu'est-ce qu'on produit à la fin? Et notamment les sciences participatives, ce qu'il y a de génial, c'est qu'elles ne produisent pas que des articles scientifiques illisibles. Je vais vous prendre un exemple. À l'Université de Bordeaux, j'ai des collègues en chimie qui font un programme génial d'études sur les rivières et la pollution. Moi, je suis incapable, alors pourtant, je suis scientifique, j'écris mes articles en anglais, il n'y a pas de souci, je suis incapable de lire un article de chimie. Je n'y comprends rien, mais rien du tout. C'est vraiment, mais c'est pas de la blague. Vraiment, c'est la limite de mon cerveau, c'est la chimie, quoi. Voilà, je n'y comprends rien. Quand ils ont fait leur projet de sciences participatives, ils ont publié des articles scientifiques comme ça, qui pour moi sont donc illisibles, et ils ont aussi travaillé avec une association de kayakistes. Et c'est les kayakistes qui allaient chercher de l'eau dans les rivières, etc. Et eux, ils ont publié des articles sur leur blog. Et étonnamment, je comprends vachement mieux les articles des kayakistes, même s'il y a tout un vocabulaire du kayak qui m'échappe, que les articles des chercheurs. Et moi, je me dis, tiens, comment ça se fait que à la fac, j'ai pas ces deux documents-là en même temps? J'ai pas tout cet accès à cette information. Puisqu'en fait, notamment les bibliothèques sont des lieux fréquentés par aussi d'autres gens, puisqu'on fait des journées ouvertes aussi, si on veut faire vraiment du science et société, il faut qu'on donne aussi tout l'entourage dans les sciences participatives de ce qu'on produit de plus, comment dire, de plus académique et de ce qu'on produit de non académique. Alors nous, le projet de recherche EcoDoc, il vise justement à développer un dispositif où on relie ces objets et notamment on s'est intéressé à la question du récit. Comment on raconte la science qu'on a fait avec d'autres gens, et c'est pour ça qu'on a demandé à des gens de slammer des données scientifiques. Et quand on voit en fait les textes de slam de données scientifiques et les données, on se rend compte en fait que les gens, ils savent très bien lire des données, mais ils les lisent au regard de leur propre regard sur le monde, de leurs propres préoccupations. Et en fait, c'est ça qui nous intéresse dans les sciences participatives. C'est qu'on puisse se dire, tiens, sur les arbres, parce que nous, c'est sur les arbres qu'on travaille, tiens, sur les arbres, sur le stress hydrique, les gens, ça leur dit quoi en fait du monde? Quand ils le lisent, en fait, c'est eux-mêmes nous disent quoi du monde. Et en fait, c'est ce rapport documentaire à différents modes d'expression du monde, et qui n'est pas que scientifique, qui devra faire société. Et tant qu'on se considère que c'est génial, on donne accès à des données, en fait, ça veut dire quoi? Clairement, moi, quand je rentre dans une BU aujourd'hui, je ne les vois pas, les données. Les recherches en cours, là, je ne les vois pas. Il faut que j'aille dans un entrepôt, mais la valorisation des recherches en cours et la valorisation des différents modes de récits qu'on peut avoir, notamment des récits citoyens sur ça. Et puis là, quand ce sont des projets participatifs, ce que ça a produit d'autres, et l'accès au protocole et tout ça, on ne le voit pas. Donc, tant qu'on n'est pas dans un travail de scénographie de la donnée et de scénographie du document, je pense qu'on échappe à montrer ce que vraiment les sciences participatives non seulement produisent, mais peuvent produire en termes de transformation. Donc, à la question que faut-il faire, bah, il faut développer des espaces de valorisation documentaire des sciences d'une manière générale et des sciences participatives encore plus parce qu'elles sont beaucoup plus finalement, elles montrent beaucoup plus ce jeu de dialogue finalement et de démocratie dialogique. Mais bon, j'aime beaucoup les bibliothèques, alors forcément, je penche pour les bibliothèques. Et je vois Émilie qui dit, chut, chut, allez hop, on arrête, on arrête. Voilà. Je reconnais, j'ai fait du basket, alors je reconnais les signes. Voilà. Et je vous laisse, ça marche. Au revoir tout le monde, bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter plus tard. Au revoir. Hello.
You and thank you very much for having me. I seem to recognize the room from when I visited you this fall. So once again, thank you for having me, Shandong, Emily. I could also see Rafael you presented before, so good to see everybody. So what I have planned for the next sort of 25, 30 minutes or so is libraries supporting citizen science and quite quickly dig into the approach we have at the University of Southern Denmark. Before I start, Shandong, Rafael, maybe others in the audience are members of the LIBER Citizen Science Working Group. So we are a group of like-minded colleagues around Europe that work with citizen science. So if you at Paris-Saclay and the library go into this, trust me, you're not alone, and there is a community out there who is joining forces with you. So before we get into what we are actually doing, super quickly, what is citizen science and why do I feel it's quite important for libraries and universities to address? A little bit of how we organize and what services we have, some SDU cases, and 3 brief reflections at the end. But who am I? I think, well, the slide is there. The main point is I worked with citizen science the last 10 years. The colleague in the picture, Mrs. Anne-Katrine Overgaard, 10 years ago came into my office and says, this citizen science thing, can the library contribute to that? And so 10 years after, we have a citizen science knowledge center that we run from the library in a partnership with all the faculties. And I pretty much work building that up, besides doing quite a lot of advocacy around citizen science, but also being a project manager of 30 so projects in citizen science with a lot of researchers or PI. I think it's very important from my perspective, and I would also say sort of the general citizen science community. Citizen science is, in my opinion, and I think in some reflections, an umbrella term of quite a lot of research that is already done and are including patients, users, citizens, communities, one way or the other. So citizen science for me is an umbrella term. It could be called anything and counts on methods and deliberation from co-design, co-creation, citizen involving, whatnot. And I think, Emily, maybe you remember this little anecdote, because last year you attended a workshop we did in Paris with Mookie Hackley, which is a quite renowned citizen science researcher. And not Emily, but one of your colleagues asked Mookie Hackley, so Mr. Hackley, could you please give me the definition of citizen science? And Mookie, who is a very inclusive person and a professor in citizen science, says, no, I cannot give you a definition. And I think it's very important to think of citizen science as this umbrella term. So we are not hung up very much on a specific definition, but more what can it do, how can it serve a research purpose, what areas do researchers at various institutions already master, how can that be utilized? But citizen science typically has 2 elements that distinguishes it from all these other methods, and it is that it involves citizens in all phases of research, whether it's more incremental and is more transactional and could be crowdsourcing, or if it's examples of extreme citizen science. For example, at SDU, we have a couple of PhDs at the health science faculty that has a select group of expert citizens who are assisting researchers within patient complaints, patient communication, where they are in every phase and even help design the research questions, the protocols, help interpret data. They do not write the actual dissertation, but they are also at the PhD defense and are giving feedback. But also citizen science typically has some sort of policy angle. And also you would normally say that citizen science has elements of inclusion, contribution, and reciprocality, which could be called dialogue, meaning that it's not a data grab and you take the data from citizens back to the lab. There is typically transactions, co-design,
there is typically some sort of co-analysis. There could be joint deliberation on disseminating results with decision makers and things like that. Also, just briefly, you could probably argue that science could very well live without citizen science. So why go through the sometimes troublesome process of including citizens in research? And there could be a lot of arguments for not doing it, but a few for actually doing it would be that some of the questions we as universities address on behalf of society become more and more troublesome, wicked, problematic the last few years. You could argue that society, the world at large, are facing a lot of wicked problems, which could be health inequality, climate change, social disparities, disenfranchised communities, youth who don't feel they have a voice in certain of these matters. And there are evidence from this review a couple of years now that citizen science and methods, if communities are included in research, that this can actually help mitigate some of this. Also, I think as this being a library workshop or library event, and I'm also representing a library, so libraries also at SDU, we very much are advocates for open science. And there's quite strong evidence that open science in itself do not bring research innovation, addresses some of these wicked problems. But this review from a couple of years ago showed that when it actually happens, citizen science by far is the most successful of these areas within open science that can address this. So just this baseline from the talk from where I'm coming from. So digging a little more into libraries, why research libraries, why citizen science? And we did a research project, or we did a research survey a few years back with researchers from Aarhus University and my library in this pan-European citizen science project. And my proposition to you and to all talks and workshops and conferences I attend, my proposition will be that libraries are supremely expertly positioned to aid researchers doing citizen science for a number of reasons, and some of the evidence I will get very quickly into. So first of all, League of European Research Universities, Professors Mays, Gray, and Weiler, almost 10 years ago, did a survey and an analysis of the research of structures, and found out that citizen science at that point was an emerging trend, and they strongly advised from this Lero report that universities have a hub or single point of contact that coordinates or advises scientists, are in liaison to citizen science initiatives and the public, because citizen science typically is scattered around communities and institutions and NGOs, and libraries organizing, coordinating this could be very, very helpful for the greater community and for researchers in general. Also, our colleagues from the Citizen Science Working Group, Tiberius Ignat and Paul Eris, a few years ago sort of took up that challenge and did an article in UKSG Insights where they proposed a framework they called the Bespoke that pretty much outlines that if libraries or if institutions want to do this hub or single point of contact, it could be organized in certain ways, and they have templates and protocols and frameworks that can pretty much be dug into with some evidence on how it could be done and how libraries could be doing it. But my main argument will be that when we did the study back in 2023, a couple of years ago, we did a quite big scoping review and scanned the literature and came up with pretty much agreement that these skills are core skills, not to do citizen science research as a PI, although it greatly also overlaps that area. But if researchers
will be empowered to do citizen science, there are quite a lot of skills that libraries could assist researchers in doing. So it's anywhere from advocacy and finding the right idea and be bold enough to suggest ideas to researchers, but also when the right idea, the right call, the right research application, the right project is there, libraries can assist researchers with anything from project coordination to events, to facilitation, to teaching, to maybe even assist writing grant proposal. Communication, 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 and more communication, but also maybe more traditional open science skills of research data management and publication of data, but also doing citizen science sometimes require tricky GDPR statements. And libraries, we are quite good at absorbing these and advising researchers around it. So the researchers, of course, are responsible, but need advice around it. So what we did, and this is why I have this claim that research libraries are expertly positioned to do this. So if you look at our data, and we had around 83 libraries producing data on this. So the red ones, not to be confused, are positive indications that yes, libraries have the skills of advocacy, project coordination, and so forth. And you will see an overwhelmingly trend towards that libraries can do advocacy. We're pretty good at doing projects. We are very good at doing events. We also feel that we can facilitate workshops and do teaching. And if you run through this, almost all libraries have skills already in-house that can be utilized in supporting citizen science. I will dig into what we actually do at SDU, and trust me, we have competence development every single week or every single month. So these skills need to be maintained, and not all staff have all the skills. So it's always an effort to make sure that staff are on point. But it's just to say that the skills are in most libraries, for most staff, already there. So that was pretty much sort of a why, and also how libraries could be important. So the second part of my presentation, I will dig a bit more into, so what are we actually doing concretely? How do we organize citizen science, and how do we assist researchers in practice with a few cases? So as you can see, we have a nice little citizen science office, but most importantly, our journey the last 10 years, we have been doing quite a push toward faculties, SDU management, library management, to make sure that citizen science is actually part of strategy at SDU. So SDU strategy addresses not citizen science, but for and with society. SDU funding strategy, which is a huge thing at SDU right now, because while we are lucky in Denmark to have reasonable forward-thinking politicians that doesn't suddenly feel that we are fake news and all research is considered woke, as in other countries, they are still cutting funding for research and libraries. So we need to be able, as universities, to produce more external funding. So SDU has a funding strategy, and we fit into that. Our big university hospital addresses citizen science. We're in open science policy. And of course, SDU has adapted the QARA assessment framework, and citizen science fits into that as well. And also, while citizen science originally comes from the natural sciences, we see it as a broad platform for all faculties. While we enjoy and very much feel a strength in working with researchers from the science faculty, that an area that traditionally have embraced citizen science, we feel it's also about generating a dialogue with citizens and researchers and reducing the distance, and also crucially basing this on knowledge and facts, and not what you can find on dubious social media or otherwise pick up on the internet. At SDU, we have organized citizen science this way, and I will spend just a few minutes on this because this is what works at SDU. We as a library were not asked by anybody
to take up this task. But we experimented with citizen science. We discussed with various deans of faculty whether it fit in. And gradually, slowly, after experimenting for a few years, we got buy-in from pretty much all the faculties, quite a few other important stakeholders at SDU, and very crucially, our library director, Bertil Dortch, that we could do this partnership, meaning that the library sponsors are putting in 3 full-time positions for citizen science, but that we have to find money for positions that work with citizen science from external funding. But also crucially, the faculties pitch in not so much with cash or money, but they pitch in with communications people, grant support people, facility management, research and innovation people that we can count on to help us form proposals, and that we can help on having a professional framework supporting researchers around this. So that means that every single day, except for maybe Christmas and summer holidays, we in the library have an office where we work with researchers. On one side, how can you do proposals? How can you reach out? How can you design things? But also, how do you actually run the projects? And reaching out to last year over 250 partners and somewhere between 10 and 15,000 citizens that have participated as co-researchers in some of our projects. And I will dig through just a few as a glimpse of what we are doing. So this one is a bit atypical, but quite important citizen science project at SDU. It has been going on for quite a few years, and I also did not have the 2025 data because we just ran it again. So the library, together with a small group of researchers, came up with the idea, could we take citizen science projects and instead of having this closed internal funding process where the public have no clue why we fund or why citizen science projects or research is funding, could we actually flip that narrative and put a research project from the health science domain out to the public so they vote and decide how and which should be funded? So it has been a running competition on regional television that has been running 7 times. It has a reach of more than 4 million people who have seen or heard or participated in some way in this. And that generated a little bit of funding for some of these projects who were actually able to conduct citizen science research. But most of all, it put citizen science and research on the general agenda in a democratic conversation. So the role of the library and the Citizen Science Center in this is that we pretty much came up with the idea with a little group of researchers. We have been doing pretty much all the project coordination and management. We have done a heck of a lot of events and evaluated it, but mostly crucially, we recruited a media partner and made it easy for them to participate, meaning that we get this enormous reach in our region. Another project, which is actually internally, is we have a citizen science sustainability project called SDU Moves, where our university a couple of years ago put out a call to all employees saying, we want to work more sustainable during work hours at SDU, and sustainable meaning sustainable in the absolute broadest term. And they did a huge event with 600 staff that in the end came up with 3 ideas. And one of them was, we want to move and have more exercise and be able to have reflective breaks during work hours. Could we do that? And that ended up to be a citizen science project with a professor with an active living called Jens Troelsen. That also is a project in my team where we organize 125 ambassadors around SDU, and we are having quite a lot of events. We have been able to do meetings that are walking meetings. We have a big annual movement day, as we call it, and we have ongoing events pretty much every month. And a lot of that has been done
by co-creation. So again, we pretty much assisted this group of staff in this call to make sure that we could do an actual proposal that was funded by our Vice Chancellor. And then again, we do the project management, we do the events, we facilitate workshops, we do evaluation, and we make sure that all these events are available so you can actually find them and participate in them. And as a very important side effect of that, so this was in the lady in the white shirt is my colleague Linnea. And the other person is our Vice Chancellor or President of the University, Jens Reinsmose, who is also an ambassador of this project. And beside himself being an athlete in the old days, he supports us doing this during work hours. And every time we have the annual event, he typically shows up for a basketball game or doing a 5K run in his gym suit, a track suit, with some staff, showing the good example that this we can do, but also now he actually knows what citizen science is. We also have a national project called Find a Lake, a biology project, where we have been collecting water samples from all over Denmark and doing teaching of high school students and public school students, a biologist, a freshwater biologist called Sara Egemose. Again, we did a pilot with Sara Egemose and assisted her writing the grant proposal together with a consultant from Willum Fonden. And again, it's not to repeat myself. We have been running the practical operations of this project. Sara Egemose is the PI, but the project coordination and the project management, everything within the project has been farmed out to us, including the very important point that we also collaborated with teachers from high schools and public schools to do a learning platform. And also we insisted in the publication of data, and every single data bit from that project is used or have been used by schools for teaching. And we also publish, this looks a little bit sort of, oh my God, whole Denmark has become green or purple or red. But that is the 1,500 or so lakes that we have sampled. And under every single little dot, there is an analysis of the water quality from that area with a little documentation on whether it's improving or not. And this is citizen-generated fair data. The last project I will show is a project called Climate Future Fiction, which is an literary scholar, Brian Yassel, a university innovation professor called Patricia Wolf, and a climatologist called Carl Attard, where we have high school students from Denmark and Germany writing flash fiction stories, small snippets of original art or short stories that are research data. The students, we empower them with a method to do these stories, and it's about how they conceive climate change in 50 years, giving them some sort of voice around this. So the students not only write the stories, research data, they also do co-analysis and do a ChatGPT or Copilot or whatnot, AI-generated story, and compare those so we get different perspectives. And in the end, we get a quite good barometer of very, very original research data on climate anxiety and the hopes and fears of students in the future. And I am sorry to report that younger generations in Denmark and Germany are extremely dystopian in their view. They think my generation have pretty much ruined the climate around them, and they see no hope whatsoever. But at least this project gives them a voice in this. And just to repeat myself, we run practical operations from the library for everything in this project, including doing co-design workshops with teachers. So this quite complicated thing of getting climate fiction into the curriculum of high schools can actually be done. We do the same in a project called Our History. In Our History, it's not writing small short stories on climate change. In this, we have high school students interviewing elderly citizens on what is called the
family revolution of the 1960s and 70s. And again, from the library, we run all the back end of this project for a group of researchers from the history department. This is to say that all these projects are strive to be excellent research with high societal impact. And mostly also crucially, these are all external funded along with quite a few other projects that we have from SDU. So we have managed together with SDU researchers to attract around 20 million euros in funding for citizen science project at SDU the last 5 years. So the last bit before I hand over or hand back to Shendong or others for questions, 3 brief reflections at the end that I would like to share if you are, and I believe you are, going in from the library side and work together with researchers on citizen science. It's very important to say that there is no one size fits all if we are doing this. Citizen science in research libraries is very, very much contextual because your library at Paris Saclay, your researchers are vastly different from pretty much any other research institution. So you need to find your own way. And while what Raphael has presented and what I am presenting might be inspirational if we are lucky, you cannot copy what we are doing because your researchers and your areas are unique. And I think that's very important to say that cater to your own audience. That is very, very much important. There is inspiration and there is a bespoke model and everything, but you need to find your own model for doing this. And a workshop, I believe you're doing to that, is an excellent step of dialogue in that direction. But maybe for the researchers involved here, citizen science has a clear pathway to impact. And I think that would also be in my last slide. While research excellence and citizen science go hand in hand, and research excellence, of course, is what we as universities should be striving for, there's a more and more discussion around research that it also needs to have some sort of other impact. And I think 2 things that are coming out from the EU Commission that we are hearing right now. One is the European Innovation Act that strongly favors innovation around science, open science, but also citizen science as a facilitator. And also what we are hearing when the Horizon Europe framework is running out, I think end of 2026, the new framework 10 will pretty much be around societal impact or impact. So thinking about ecosystems that connect researchers with relevant stakeholders and knowledge based on societal needs, and maybe not so much what ends up in a high-ranked journal somewhere that might only be read by AI algorithms, and a quicker impact and organizing citizen science and these things at universities might be a thing to consider. And the last thing, I mentioned it a little bit, which framework promote and support citizen science? In Denmark, we have the blessing to have quite a lot of private institutions or companies, Novo Nordisk Foundation, for example, who supports science. All of them promote or give money to citizen science projects now, which has not been the case. But all these 4 EU entities, from Horizon Europe to Interreg to Curie Actions to Erasmus+, support infrastructures, excellent research, some sort of societal impact around citizen science. And what we're hearing out of the Commission, also from LIBER, is that this will only increase in the future. And on that note, and 32 minutes, I would be more than happy to answer any questions. And I will really recommend you for doing events and workshops like this, and happy to answer any questions. Thank you.
Thanks. Two excellent questions. One around evaluation and societal impact. The sound was a little bit muffled, so if I'm not answering correctly, then please cut in again. And around, I think, cross-cultural collaboration. So two things around impact and evaluation. We require in all our citizen science project that we do evaluation of all events that they meet the needs of the citizens we involve. So that's one thing. The other thing is that we, and I can't say we do it in every single instance, is that when we do and construct citizen science project, which of course is led by PI and researchers, we strive to that there is an external evaluation group, meaning that if it's a Danish project around freshwater quality, based from Odense SDU University in Odense, where I work, we had a research group from Aarhus University who evaluated the impact towards citizens around it. But this question addresses a very, very tricky proposition for everybody, both at libraries, research libraries, but also funding bodies and the EU and in general. Societal impact, which probably is going to be the new big thing. What is it and how do we measure it? That is probably right now not possible to do. And what happens in practice is that every grants foundation has its own impact framework that we as appliers need to go for. So Novo Nordisk Foundation has one framework, EU Commission has another framework, and so forth. And I think in the UK, as you are probably aware, they have had the UK REF evaluation framework for research excellence, student experience, but also recently, the last few years, around impact. What happened, which I found very, very curious, is that they actually put that whole framework and evaluation on pause or break, so it's not going on right now. And I have no indication why in the UK they chose to do that. But I think we as libraries, and now I'm talking a little bit like a LIBA executive board member, we as libraries have a huge challenge in trying to find out how can we evaluate or measure impact, and how can we have a constructive dialogue with researchers and funding bodies, not to invent a really, really rigorous, meaningless evaluation machine that says, yes, we can measure something, but how does it actually make sense for the citizens and the funders and the researchers that we do that? And that's why I think it's an excellent question, because I cannot answer that. And I'm not sure any libraries can answer that. So thanks for that question. It's a very important area also with the upcoming frameworks from EU coming up. The other thing, if I understood it correctly, how do we construct research projects? Do they need to be European, non-European? And I will say, for us as advisors to researchers, it always comes down to the actual call and the requirements of the funder. So we have Grants Foundation in Denmark, where it's not a necessity to involve European partners. But in a majority of research projects, also from local Danish grants funders, but of course, in every single EU funding framework, there needs to be a consortium of people. And that's why I spent the vast majority of the last 10 years going out to conferences, presenting and doing advocacy, trying to push LIBA, our very good European Library Association, to promote citizen science. Because if we are not pushing and promoting this and making sure that one libraries fit into the conversation, but also egoistically, my institution, my researchers need a network that if they are new to citizen science, they probably don't have, then I think we miss an opportunity. And for clarification, 50% of the researchers we work with at SDU are very, very good at citizen science, but only need practical help, so to say.
They have the networks, they have the consortia, they have been in several pan-European projects, but the other half have not. And they very much rely on the network and opportunities that we can present to them. And I hope that answered the two questions that you have. Otherwise, please restate what you asked. Thank you. Thanks very much for that question. Also, I am aware that there are several kinds of intelligence. I am absolutely not an expert on emotional intelligence, but I will say what is very, very paramount for our team, and I think there's been quite a lot of research done around, is how the motivation, the intrinsic motivation of citizens, but also researchers, are a very, very important part of why citizen science is successful or not successful. And I think what we always try to do when we either consult on a citizen science project, run practical sites and practical communication on a citizen science project, is to make sure what's in it for the citizen. How does this address some sort of intrinsic need, or it could also be external, extrinsic need for them to actually participate? And I also think, digging a little bit deeper into this, a few years back, I did a master's dissertation on what actually motivates researchers to participate and do their work. And unsurprisingly, quite a few were going for positions, and a few even thought about, oh, I'd like to get paid very well. But mostly researchers responded that I feel I want to be better at what I do, but I also want to serve my community and make sure that the results that I produce are actually meaningful to the general public and not only ends up in a journal that probably nobody reads, even though it is excellent and has high scientific impact. So I'm not an expert on emotional intelligence, but I think the areas, the sort of soft component on motivation, both researcher motivation and what motivates citizens to participate, is very important and actually quite a key construct you should, or we think about before we venture into citizen science. But the emotional intelligence part, I'm not skilled enough to comment on that part specifically. I hope that answered the question.
You and I agree. I think it's an excellent comment. And I also think that if we as universities work with citizens, communities, in every which shape and form, I think there are also some ethics considerations that we need to dig into. That what are we actually promising the citizens that are probably emotional, motivated, that are hoping that we can improve something, that are thinking, what's in it for me? What are we actually, as institution, promising these people when they participate? But also very crucially, what sort of feedback do we give on the results that we are having? And I would quote, we have a dean of faculty from the health science department. So citizen science for health is becoming an even bigger thing. And at one point he said, you know, we involved a lot of patients in research already in all kinds of clinical trials. And we give their permission, but they don't really know what they're participating in. And sometimes in clinical research, the actual product or new service are going out into the university hospital maybe 15 years later, because the general thing in clinical research takes maybe even decades. So we should be very clear, and I wouldn't say that we should profile our citizens when we work with them. That sounds demeaning, and that's not what I mean. But we need to be very, very clear when we construct projects. What is our motivation to do this? And what is the motivation of the communities? And what are their hopes and dreams while we do it? And does it actually align with the researchers? Because, for example, in another project we had a biologist who did a intervention with activist group. And I think the activist groups had very, very high hopes that this researcher were a spokesperson for these activists. And that was not the case. The case was that they collaborated on finding data and reporting data and discussing what it was. So there's always expectations, emotions, motivations that needs to be addressed when we work with communities. So I think that was a comment maybe to your excellent comment. Thanks very much, everybody, for having me, and good to see a few of you again.